Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 5 mars à la une de l'actualité. Zone d'ombre, visite du chargé de mission à la présidence de la République à Jijel. 5 communes montagneuses inspectées, plusieurs projets de développement lancés par Brahim Merad. Le point dans quelques instants. Journée mondiale de lutte contre l'obésité, un véritable problème de santé publique. En Algérie, plus de 55% de personnes âgées entre 18 et 69 ans souffrent de surpoids et les conséquences sont parfois dramatiques. On vous fait visiter dans cette édition la wilaya de Ouergla à travers l'objectif de Abdelrahman Annen. Vidéaste à l'œil aiguisé, il transmet l'authenticité et la beauté des régions qu'il filme via ses vidéos touristiques. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, réunion OPEP+, hier avec la participation du ministre de l'Énergie Mohamed Arqab, le maintien des volumes décidés par tous les membres, la Russie et le Kazakhstan ont été épargnés et seront autorisés à augmenter la production respectivement de 130 000 et 20 000 barils par jour. Autre grand producteur, l'Arabie Saoudite poursuivra sa baisse volontaire supplémentaire d'1 million de barils par jour. La réunion a souligné les contributions positives continue de la déclaration de coopération pour soutenir un rééquilibrage du marché mondial du pétrole. Et on poursuit avec l'économie. On se penche aujourd'hui sur la transsaharienne. Ce projet panafricain titanesque aux grandes perspectives économiques a été lancé il y a plus de 40 ans. Son achèvement est annoncé pour juin prochain. L'importance de ce projet structurant était l'objet d'une journée d'études hier organisée par le Conseil national économique, social et environnemental. Nessima Yacoubi, Amel Bouarba. C'est un méga projet d'environ 10 000 km avec d'importantes retombées économiques pour tout le continent africain. La route transsaharienne permettra de relier 6 pays africains, à savoir l'Algérie, la Tunisie, le Niger, le Tchad et le Nigeria, avec un enjeu fondamental, la création d'un corridor économique entre les pays membres de ce projet. Lancé dans les années 70 à l'initiative de l'Algérie et de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, la route transsaharienne devra être opérationnelle au mois de juin prochain. Le projet est très avancé, il est à 90%. Ce n'est plus la route qui arrête les échanges commerciaux, c'est les textes, c'est les lois, c'est les réglementations. Ce n'est pas la route est très avancée. C'est un des projets les plus avancés d'Afrique. L'intérêt de la concrétisation du projet de la route transsaharienne réside notamment dans la création d'un corridor économique entre les pays membres de ce projet, vecteur d'intégration régionale et de développement commercial intra-africain. La route transsaharienne est considérée comme l'un des projets les plus structurants du continent que le NEPAD a retenu comme projet phare, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange africaine. Ce projet est un véritable moteur de croissance économique et de développement en Afrique, permettant l'accélération des échanges entre les membres des 6 pays africains pour une plus grande intégration régionale. Il est important, d'autant plus que c'est un projet structurant. Il est structurant pour ces pays-là, mais aussi pour toute l'Afrique, avec comme objectif l'intégration africaine. Et aujourd'hui, sur la base de cet objectif, les pays membres pourront effectivement bénéficier de toutes les infrastructures routières qui ont été développées dans ce sens. Après des décennies d'attente, la livraison de la route transsaharienne permettra ainsi de booster la croissance économique en Afrique. Deuxième jour de la visite du chargé de mission à la présidence de la République à Jijel. 5 communes montagneuses classées zone d'ombre ont été inspectées. Plusieurs projets de développement sont en cours dans ces régions enclavées. D'autres ont été lancés par Brahim Merad. Le point avec Adel Bouhamis. Sidi Marouf, Sittara, Oulad Rabah, Al-Ansar et Jama Bni Habibi. Ce sont là les 5 communes montagneuses de Jijel au menu de la visite de Brahim Merad, chargé de mission à la présidence de la République. Nous manquons d'eau potable, nous n'avons pas de route praticable. Nous demandons aussi d'être raccordés au réseau de gaz naturel et au réseau électrique.
Meshtat Tamkharat et Meshtat Twil Tafartas connaissent un grand abandon scolaire au palier moyen. Ces collèges sont loin. Nous demandons donc la réalisation de CEM au niveau de ces hameaux. Lors de cette visite, Merad a donné le coup d'envoi du raccordement à l'électricité et au gaz naturel de 13 zones d'ombre. Il a également procédé au lancement de l'opération de réaménagement et de bitumage de plusieurs routes. Nous sommes dans l'obligation d'améliorer les conditions de vie des habitants marginalisés par le passé. La politique suivie dans la concrétisation des différents programmes de développement des zones d'ombre dénote de l'approche intelligente et visionnaire du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui vise à sortir le citoyen de l'isolement et de le faire bénéficier du développement que connaît le pays. Ces programmes de développement offriraient aux habitants des zones d'ombre de meilleures conditions de vie. Lancement du projet Digitech à Oran. Il s'agit de coopération avec 5 universités européennes. Dans le cadre du programme Erasmus+, 9 universités algériennes sont concernées. Une plateforme numérique d'échange a été également lancée dans le cadre de ce programme. Sami Benchir. Coup d'envoi à Oran du projet Digitech, produit d'une coopération algéro-européenne dans l'enseignement supérieur. Le partenariat jettera des ponts entre 9 universités algériennes et 5 établissements européens. Le projet concerne l'assurance qualité et la gouvernance et favorise l'échange d'expériences dans ces domaines. Les universités aspirent à l'autonomie, que ce soit en matière d'enseignement ou dans la recherche, afin de suivre les dernières évolutions. إلى الاستقلالية تهدف إلى ضمان جودة للتعليم في البحث وحتى تواكب التطور التكنولوجي العالمي. S'inscrivant dans le cadre du programme Erasmus+ et financé à hauteur de 905 000 €, le projet Digitech vise à promouvoir la culture managériale dans les universités algériennes. Une plateforme numérique a d'ailleurs été développée pour recueillir les données chiffrées de chaque établissement. Ce projet vient au bout d'une longue coopération avec l'Union européenne dans l'enseignement supérieur. Il s'agit surtout de créer un cadre informationnel basé sur les outils numériques afin de répondre à toutes les préoccupations de la famille universitaire. Une modernisation et une mise en conformité plus que jamais salutaire pour une université algérienne destinée à devenir la locomotive de l'économie nationale. Et gros plan à présent sur la Coopcel El Enfal Assetif, spécialisée dans la production de lait de vache et ses dérivés. Elle est deuxième dans le pays. La coopérative ne maîtrise pas complètement la chaîne de production, mais compte y remédier en introduisant l'élevage, notamment caprin. Naïm Alouali. Fondée en 2000 après sa restructuration en coopérative, la Coopcel de Sétif avec sa laiterie El Enfal qui produit du lait de vache à 100% est devenue le deuxième producteur local après le leader étatique Gipley. Située à Rasselma, près de Sétif, cette laiterie produit jusqu'à 60 000 litres de lait par jour. On a une flotte de 6 camions, on fait le colportage et on a aussi des distributeurs qui œuvrent avec nous sur le marché. On a une gamme de 6 produits. On a le lait pasteurisé, le ben, crème fraîche, beurre, fromage. On occupe une place privilégiée ici à Sétif et aussi on livre sur quelques wilayas du sud, tels que la Ghouat et le Djelfa. Récolté tôt le matin dans un rayon de 80 km, le lait est acheminé ici dans cette laiterie pour être transformé en lait pasteurisé mais aussi en produits dérivés. Et pour stabiliser les prix du lait, la coopérative s'est mise à produire son propre aliment de bétail dont les prix se sont récemment envolés. La mâche, c'est un aliment complet pour une vache. Et pour arriver à peu près 25 litres de lait. Elle est composée de matières premières qu'on achète en été. Ça revient moins cher, bien sûr, mais et pour l'éleveur aussi. La coopérative ne prend pas de marge et on fabrique nous-mêmes l'aliment qu'on donne aux éleveurs. Ça revient moins cher. Oui, on compte rester dans cette fabrication. Justement, on a un nouveau projet pour agrandir, de passer à 30 quintes au jour à 300 quintes au jour. Et on demande à l'État de subventionner cette mâche parce qu'elle revient un peu cher pour l'éleveur.
La coopérative compte diversifier son activité en recourant à l'élevage caprin et actuellement, ses acteurs sont à la recherche d'une nouvelle exploitation pour lancer le projet. Cette visite, le général-major Ammar Atemnia, commandant des forces terrestres, a clôturé sa visite de travail et d'inspection dans la première région militaire qui s'est déroulée du 1er au 4 mars. Il avait été reçu par le général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire, et a supervisé plusieurs exercices sur le terrain. Compte rendu de Raouf Hamouche. Dans le cadre du programme des visites annuelles d'inspection aux unités de combat relevant des forces terrestres tracé par le haut commandement de l'armée nationale populaire, le général-major Ammar Atemnia, commandant des forces terrestres, a effectué plusieurs haltes, à commencer par la 12e division d'infanterie mécanisée de Djelfa, où un exposé exhaustif sur les activités exécutées intitulé « L'année de préparation et d'entraînement au combat » lui a été présenté. Il a notamment inspecté quelques unités relevant de l'infanterie. La deuxième étape de la visite a concerné le 104e régiment de manœuvre opérationnelle de Bourar, où le général-major a inspecté différentes structures d'entraînement spécialisées et a suivi plusieurs exercices tactiques sur différentes techniques d'entraînement et de formation. Ajoutez à cela une simulation de neutralisation d'une bande de criminels après une prise d'assaut d'un bâtiment. Par la suite, le général-major Ammar Atemnia, commandant des forces terrestres, a procédé à l'inspection de différentes structures pédagogiques relevant de l'école d'application de la reconnaissance de Schleff et a tenu une rencontre d'orientation avec les cadres et élèves de l'école où il les a exhortés à faire plus d'efforts durant leur formation pour une préparation optimale au combat. Dernière étape de sa visite, le général-major a inspecté différentes structures et unités relevant de la première région militaire Blida, tout en incitant les éléments à redoubler d'efforts et à prendre les mesures opérationnelles visant à promouvoir les capacités combatives de ces unités. Journée mondiale de lutte contre l'obésité hier, un véritable problème de santé publique dans le monde et dans notre pays, d'autant plus que les chiffres sont en hausse. Plus de 55% des personnes âgées entre 18 et 69 ans souffrent de surpoids. Ahmed Benkrassi revient sur les facteurs de risque qui peuvent conduire à une comorbidité et peuvent avoir des conséquences parfois dramatiques. Le surpoids et l'obésité se définissent comme une accumulation anormale de graisse qui représente un risque sur la santé. L'obésité est depuis 1997 classée comme maladie chronique par l'OMS. En Algérie, entre 12 à 14% d'enfants âgés entre 0 et 5 ans ont été atteints d'obésité en 2013, contre seulement 9% en 2007. Le taux des personnes souffrant de surpoids et d'obésité âgées entre 18 et 69 ans était de plus de 55% en 2017, plus de 63% chez les femmes et plus de 48% chez les hommes. L'alimentation et la sédentarité sont des facteurs favorisants. L'obésité provoque des difficultés respiratoires et la coagulation du sang, ce qui génère une embolie pulmonaire. Les artères se bouchent facilement. Pour faire face à cette situation de risque sur la santé publique, le ministère de la Santé a mis en place un plan national stratégique multisectoriel de prévention et de lutte contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles, avec pour axe stratégique la promotion d'une alimentation saine, lequel vise à prévenir l'obésité chez la population. Ce plan se décline à travers deux mesures. La première vise à mettre en place un programme d'information et de communication. Quant à la deuxième, elle vise à développer la prévention et le traitement du surpoids et de l'obésité. L'objectif est d'arriver à adopter une bonne hygiène de vie, une alimentation saine, en plus de l'activité physique. Le secteur de la santé a tenu à ce que certaines mesures structurantes puissent bénéficier de la priorité absolue dans la prise en charge de l'obésité, à travers la mise en place d'un guide de prise en charge de l'obésité au profit des professionnels de la santé, lequel se veut un outil indispensable aux bonnes pratiques, tout en associant le médecin généraliste au niveau des structures de proximité. Le ministère de la Santé œuvre également dans ce cadre à relever le niveau des professionnels de la santé à travers la mise en place de tout un programme de formation.
Justice, le tribunal correctionnel près la cour d'Alger a condamné aujourd'hui Chouaib Boultaj à la prison à perpétuité pour l'assassinat de l'ancien directeur général de la Sûreté nationale, Ali Tounsi. Le verdict est tombé suite aux délibérations au cours desquelles le procureur général a requis la peine capitale contre l'accusé. L'ex-chef de l'unité aérienne de la DGSN était poursuivi entre autres pour homicide volontaire avec préméditation dans l'affaire de Ali Tounsi, assassiné le 25 février 2010 dans son bureau au siège de la DGSN. Le même verdict avait été prononcé le 27 février 2017 contre Chouaib Boultaj pour les faits qui lui sont reprochés. À l'étranger, le président sahraoui Brahim Ghali a, dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU et adoptée comme un document officiel au Conseil de sécurité, dénonce la situation catastrophique des droits humains dans les territoires occupés du Sahara occidental, notamment depuis la rupture du cessez-le-feu par le Maroc. L'État d'occupation marocain poursuit le président sahraoui a ainsi torpillé le cessez-le-feu de 1991 et déclenché une nouvelle guerre qui pourrait avoir des conséquences extrêmement graves pour la stabilité dans toute la région. Retour dans le pays pour parler pâtisserie. Se perfectionner avec un champion d'Afrique en la matière, c'est possible. Rima Mari nous fait découvrir les masterclass du chef Bilal Djahish. C'était cette semaine, reportage. Le grand chef pâtissier Bilal Djahish ambitionne de mettre la pâtisserie haut de gamme à la portée de tous. Et pour cela, ce champion d'Afrique de pâtisserie a livré durant 5 jours de masterclass ses techniques professionnelles d'association de parfums et de textures, ainsi que ses secrets de fabrication pour réaliser des entremets d'exception. Aujourd'hui, on est en train de terminer la formation de 5 jours. Une formation de pâtisserie fine avec on a fait beaucoup de technologie dans cette formation, environ 15 modèles de pâtisserie avec plusieurs montages, croustillants, biscuits crémeux, gelés, marmelade, mousse. Ce vice-champion du monde de pâtisserie a réalisé entre autres son fameux Saint-Honoré sous le regard attentif des 22 participants, smartphone à la main pour ne rater aucune miette de ces ateliers organisés à l'école ISH à Alger. On a appris beaucoup de choses, beaucoup de techniques, beaucoup de méthodes. Ça nous a apporté son savoir-faire. Je remercie infiniment le chef. On a beaucoup appris dans cette formation et à la prochaine, Inch'Allah. Tandis que le chef virtuose embarque ses élèves pas à pas dans la réalisation de son chocolat, l'un de ses commis prend la température de la mixture pour obtenir un résultat parfait. Celui qui a fait ses armes dans des grands palaces dans le monde veut casser les codes en réinventant les basiques de la pâtisserie pour séduire gourmets et critiques sans exclure les personnes intolérantes à certains produits comme le lactose. Et la tendance, par exemple, c'est de faire des gâteaux sans gluten, sans lactose, bien sûr sans lactose, donc sans lait, sans crème, sans beurre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques pour ce produit et aussi de faire en général de faire la pâtisserie sain en plus dégustatif. Si vous aussi vous souhaitez sublimer vos desserts, le chef Bilal vous donne rendez-vous pour sa 3e masterclass de l'année ce 21 mars à l'école Echra d'Oran. Rappelant que la bonne pâtisserie, c'est avant tout celle qui a été réalisée avec amour. On retourne à Ouargla pour terminer notre journal et vous faire visiter à travers l'objectif de Abdelrahman Hanan, cette wilaya. Vidéaste à l'œil aiguisé, il transmet l'authenticité et la beauté des régions qu'il filme à travers ses vidéos touristiques. Farhad Mouzaoui l'a suivi le temps d'un voyage. Ce jeune photographe, réalisateur plutôt timide, est un grand passionné de la photographie de petites séquences vidéo. Actuellement, je me concentre surtout sur la photographie et la réalisation. Je réalise une vidéo à caractère touristique autour d'Exor pour faire ressortir le cachet et l'authenticité de ces lieux touristiques qui font partie intégrante de notre patrimoine et qu'on a tendance à oublier.
J'appelle tous les créateurs de contenu à donner une belle image de leur pays. Tous ceux qui activent dans ce domaine doivent tout faire pour mettre en relief la beauté de l'Algérie. Le travail de l'artiste, une fois fini, c'est toute sa philosophie qu'on retrouve à travers la profondeur de l'expression des visages et des paysages. La photographie, c'est quoi? C'est d'abord un moyen d'expression utilisé par les artistes. Le peintre s'exprime à travers ses toiles, tout comme le photographe s'exprime à travers ses photos. Mon travail passe par plusieurs étapes. D'abord le repérage et la préparation d'un scénario ou d'un script, ou simplement d'un plan de travail. Ensuite, je passe à l'étape de collecte de la matière. Viendra le montage et la retouche des images. Associé à un air musical, ces montages n'ont besoin d'aucun commentaire ni explication. C'est juste l'impression de vivre réellement ces moments. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir créateur de contenu. Toute personne possédant un téléphone avec des applications et des outils peut produire un contenu acceptable, esthétiquement parlant. Tout le monde peut devenir photographe pour peu qu'il soit passionné par cet art. Avec ces belles images, on termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, des nouvelles du ciel avec Mina Abed. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.